Quand on parle des problèmes liés à la supply chain, des risques liés à la supply chain, de quoi parle-t-on exactement? Et Michel, peut-être que c'est toi qui peux commencer avec le plus large spectre et puis on resserrera peut-être sur l'information. Merci Cécile. Donc effectivement, on peut regarder ce que sont les risques de la supply chain à, on va dire, à hauteur d'entreprise. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une supply chain? Donc moi, je suis dans l'industrie automobile. Voilà, grosse société, 300 usines partout dans le monde. Donc on a à peu près 8000 sous-traitants de rang 1 avec pour chacun de ces sous-traitants plusieurs sites de fabrication. Donc on voit une supply chain qui est très longue, qui est complexe, qui se reconfigure en permanence, qui est internationale. Donc finalement, il y a des risques. J'ai des risques qui peuvent être de nature très différente. Alors je sais que c'est un événement IT, mais évidemment les risques peuvent être différents. Des bons vieux incendies peuvent totalement dérégler une supply chain, les risques naturels, les risques de qualité d'un produit, les problématiques évidemment financières, la défaillance financière d'un sous-traitant. Donc voilà, chaque événement finalement, en privant toute la supply chain d'un composant, peut arrêter finalement par effet domino les étapes suivantes, paralyser au final paralyser totalement la supply chain. Voilà, un événement dans l'industrie automobile, mais c'est pareil pour d'autres industries de supply chain, peut arrêter l'ensemble. Je me souviens il y a quelques années d'un incendie chez un sous-traitant, un seul incendie de taille mineure qui avait paralysé toute l'industrie automobile européenne pendant quelques semaines. Voilà, donc un événement finalement de taille mineure peut entraîner des pertes d'exploitation colossales pour l'ensemble de la chaîne. Alors, peut-être juste une petite photo. Après un Covid, une guerre en Ukraine, des blocages de ports, tu dirais quoi de la supply chain, de l'état de la supply chain mondiale? Peut-être qu'on a atteint la limite d'un modèle, en fait. C'est-à-dire que si on se replonge dans l'historique des sinistres, on se souvient de quelques événements ponctuels, significatifs, mais malgré tout ponctuels. Fukushima, des inondations en Thaïlande, un incendie dont je vous ai parlé il y a quelques années. Mais là, depuis 3 ans, on assiste vraiment à une succession d'événements systémiques. Le Covid, qui a évidemment complètement déréglé cette supply chain. Ensuite, la pénurie des semi-conducteurs. Et puis maintenant, l'Ukraine, la Russie, avec à nouveau. Donc on voit qu'en 3 ans, on enquille trois atteintes vraiment systémiques mondiales avec des effets absolument dévastateurs sur des supply chains, pas seulement l'industrie automobile, mais de l'ensemble des industries à supply chain. Donc effectivement, ça peut nous amener à nous interroger sur l'avenir du modèle actuel. Cyril, peut-être en prenant un angle un peu plus cyber, qu'est-ce que ça veut dire le risque de supply chain avec la longue vue cyber? Voilà. Typiquement, si on prend un exemple parce que j'interviens aussi dans l'industrie de la défense sur la cyber. L'industrie de la défense, il faut savoir, c'est que 30% du marché est donné par à peu près 9 grands donneurs d'ordre. Et tout, donc 70% sont effectivement assurés par des sous-traitants qui vont de l'entreprise unipersonnelle à une PME, une ETI, mais qui dépassent rarement les 1000 personnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une industrie, on pourrait penser critique, au niveau de la chaîne d'approvisionnement cyber, il est plus simple de dire, pour attaquer un grand, et de passer par un de ses sous-traitants. Et les sous-traitants, je travaille aussi pour la DGA, lorsque l'on fait les tests chez les sous-traitants, j'ai coutume à dire qu'il y a un axe de progrès significatif, il faut toujours rester positif, mais ça peut vite devenir inquiétant, d'autant plus qu'on a certains sous-traitants. Je vais prendre le cas d'un seul, on fait voler un avion et il est le seul au monde à savoir faire une pièce de l'avion et une petite pièce, et sans cette petite pièce, l'avion ne vole pas. Donc ça, c'est au niveau de management du risque. Si ce sous-traitant se fait pulvériser son informatique, qui est résumé un poste de travail et un serveur, pour faire simple, je ne sais pas où sont les sauvegardes, et grosso modo, le Rafale, il ne vole plus. Moment d'angoisse, silence d'angoisse. Non, après maintenant on le sait, donc après tous les risques sont calés, mais ce qu'il faut c'est dire, pas laisser, pour bien connaître sa chaîne de sous-traitants, de façon à ce que au niveau cyber, tout soit couvert, et en plus pour les pièces critiques, quoi. Si on prend la sous-catégorie des sous-traitants informatiques, c'est-à-dire que tu as
dans ton système informatique, tu t'adresses à un spécialiste, je sais pas, sécurité, mais tu nous rappellerais les quelques exemples récents. En fait, il y a aussi un risque là de ton sous-traitant informatique qui est une voie d'entrée, malheureusement, de certaines affaires dont tout le monde a entendu parler. Alors, sans citer de nom, parce que j'aurais pas terminé en prison non plus, mais ce qui se passe, c'est que au niveau des sous-traitants informatiques, c'est aussi une porte d'entrée qui, on se croit à l'abri. Pour certains sous-traitants, typiquement, il y en a qui gèrent des authentifications. Dans les exemples récents, c'est peut-être ça que tu fais. Non, j'en ai entendu parler aussi, mais même sur les 4-5 dernières années, on en a eu plusieurs qui sont... Voilà. Donc l'idée, en fait, aussi, c'est même quand on externalise en fait certains pans de son informatique, au niveau on reste quand même responsable, mais ça, Garance pour le confirmer, on reste responsable en fait de ces données, de ces traitements et puis de la conservation du secret. Il est plus facile de rentrer via un sous-traitant, même si c'est un grand leader du monde informatique, pour accéder au domaine de la défense. Et puis on a a priori une puissance de tir sur tous les clients. Je ne vais pas dire quasi infinie, mais très 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 large. Tu évoquais les données. Alors, Paul-Olivier, qu'est-ce qu'on a comme risque lié au traitement des données ? On en a beaucoup. Tout d'abord parce que toute relation de sous-traitance... Le micro marche ou pas ? Non, mais la captation était bonne pour le son, d'accord. Donc, je ne dis pas de bêtises à partir de maintenant, d'accord. Okay. Non, ça génère des risques importants sur les données. Pourquoi ? Parce que tous ces échanges produisent, gèrent et se traduisent par des données. En fait, on a deux volets. On a la donnée en tant qu'objet industriel, donc qui permet d'échanger des informations et de recréer des informations entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Et puis on a les données à caractère personnel, qui en général font partie de cette première catégorie, mais qui ont la caractéristique suivante, qui permet d'en faire une donnée à caractère personnel et qui est... Qu'est-ce qui permet de distinguer une donnée industrielle d'une donnée industrielle à caractère de donnée personnelle ? Il y a le nom de quelqu'un ? Pardon ? Il y a le nom de quelqu'un ? Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Dis-moi, professeur. Non, je ne suis pas professeur. Une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui directement ou indirectement permet de rattacher une information à une personne physique identifiée. Donc ça veut dire que, par exemple, on peut avoir des données sur un historique de maintenance pour au hasard un avion. Si quelque part, il est indiqué le nom ou quelque chose qui permet d'identifier le technicien qui a effectué cette opération de maintenance, on tombe, n'est-ce pas, maître, dans le domaine des données à caractère personnel. Donc finalement, c'est un point qui arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit et pas forcément en y pensant. Et là, on a un outil qui est destiné à garantir les droits et libertés des personnes qui s'appelle le RGPD, qui crée un certain nombre d'obligations pour les responsables de traitement et qui a aussi permis de clarifier un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours le responsable du traitement qui définit les finalités et ce que l'on veut faire avec ce traitement. Et puis, ce qui a été identifié beaucoup mieux avec le RGPD que dans les réglementations précédentes, c'est la notion de sous-traitant. Le sous-traitant est normalement quelqu'un qui agit exclusivement sur les instructions du donneur d'ordre. Sauf que c'est pas si simple que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois où on fait appel à un sous-traitant parce qu'il a une expertise particulière. Donc il sait faire des choses que le donneur d'ordre ne sait pas faire. Donc il y a une problématique de savoir comment s'articule la responsabilité du sous-traitant en tant qu'opérateur de ce traitement et la responsabilité du donneur d'ordre. Et puis il y a un autre cas de figure qui consiste à passer par un certain nombre de fournisseurs de grands outils. Au hasard, on aime tous travailler dans une entreprise collaborative, on est tous contents de pouvoir travailler à 5, 6, 7, 8 en même temps sur un document parce que ça fait gagner du temps tout en ayant une seule version. En fait, aujourd'hui, il y a 2 sociétés qui sont capables de fournir une infrastructure qui permette d'obtenir ces résultats. On coupe le son et je donne les noms ? On va demander à la salle. Quelles sont les 2 sociétés qui peuvent fournir ce type de service ? Microsoft. Oui, et l'autre ?
Voilà. Donc là, face à des sociétés qui sont aussi petites l'une que l'autre, quel est le poids de grands groupes comme alors Exploration, parce que c'est Forvia, ou d'autres acteurs face à ces sociétés. Donc en fait, on est dans une problématique qui est compliquée et où sur la partie données à caractère personnel, il n'est pas évident de savoir quelle est sa part de responsabilité, quelle est la part de responsabilité de son sous-traitant. Donc c'est une difficulté qui est réelle et dans certains cas, il est assez vraisemblable qu'on ne le saura jamais, sauf s'il y a un procès. Alors justement, on arrive sur le terrain franchement juridique. Garance, quel risque juridique on peut avoir dans cette supply chain ? Alors effectivement, Paul-Olivier a fait une transition. Donc il y a toujours le risque juridique, c'est le risque dont on parle tout le temps, c'est un risque de contentieux. Mais ça, c'est pas lié à la supply chain. C'est un risque, on va dire, inhérent à toute relation d'affaires. Il y a une mésentente, il y a un manquement. Ça peut aller effectivement devant un juge. Si je laisse effectivement ce risque qui est vraiment un risque qui n'est pas théorique, en revanche. Il ne faut pas oublier que le contentieux, on a tous les jours. Alors, un contentieux, ça peut être une tentative amiable, effectivement, de règlement des litiges. On ne va pas toujours devant le juge, mais la mésentente, c'est un risque à pas écarté. Un autre mot-clé qui a été dit aussi par Cyril, ça a été les enjeux liés à la responsabilité. Alors, les enjeux de responsabilité, c'est le quotidien, c'est mon quotidien, mais c'est le vôtre, c'est le nôtre, on va dire, parce qu'en fait, on fait tous de la gestion des risques. C'est gestion des risques parce que le risque zéro n'existe pas, on sous-traite tous, donc voilà, c'est à qui, comment, jusqu'où on va aller aussi dans sa chaîne de sous-traitance. Alors, un des instruments, effectivement, pour gérer le risque, ça va être notamment le contrat. Donc, de bien définir les responsabilités et notamment l'objet. Qu'est-ce que je confie, comment, donc jusqu'où. Et il y a effectivement les enjeux donnés à caractère personnel. Et Paul-Olivier a parfaitement donné la définition, c'est aussi de la donnée indirecte. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement des noms et prénoms, on peut avoir des identifiants qui vont nous ramener à une personne physique très rapidement. Mais la réglementation générale sur la protection des données met aussi une responsabilité sur le sous-traitant. Parce que, en termes de sécurité, ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est responsable de traitement et sous-traitant. Donc, la responsabilité dans cette chaîne, parce que ça reste une chaîne de valeur, elle est là sur tous les acteurs. Après, effectivement, la meilleure façon, on va dire, de la quantifier, de la gérer, ça va être effectivement un des instruments qui va être le contrat. Ça va être une discussion, ça va être d'autres enjeux qui sont effectivement de nature juridique. Alors, tu l'as dit, il y a beaucoup de façons de gérer ce risque. Michel, si on prend ton angle, parce qu'en fait, vous avez tous une réponse qui est assez différente, c'est ça qui est intéressant. Toi, comment tu gères tes risques de supply chain ? Alors, heureusement, c'est pas à moi seul. Toi, en tant qu'Amrae, toi, la voix de l'Amrae. À moi seul, enfin que ce soit au niveau de la société ou pour n'importe quelle fonction, finalement, on est obligé de travailler de manière transversale. Puisqu'il s'agit, alors on pense pouvoir se débarrasser de ces risques en sous-traitant finalement ses activités, ça marche pas, puisque si le sous-traitant s'arrête, il nous arrête. Donc finalement, on est rattrapé par les risques. Et en externalisant les activités, on réintègre également des nouveaux risques. Alors quelle est la bonne méthode finalement pour manager ces risques ? La supply chain, il faut la connaître. Voilà. C'est-à-dire que quand on confie à d'autres le soin de fabriquer des composants qui sont critiques pour nous, il faut absolument savoir qui les fabrique, où est-ce qu'ils sont fabriqués et quelles sont les conditions de sécurité finalement vis-à-vis des différents risques qu'on a énoncés, quelles sont les conditions de sécurité de ces sous-traitants. Donc ça veut dire qu'il faut manipuler une masse d'informations colossale. Je vous disais tout à l'heure, on a à peu près 8000 sous-traitants qui bougent tout le temps parce que on en change, on réorganise les supply chains. Et alors finalement, on voit que l'IT, qu'il y a un risque. Paul-Olivier l'a rappelé. Ça peut
également une chance finalement, puisque l'utilisateur final de cette information, c'est l'acheteur qui va manager ses sous-traitants. Il a besoin de dashboards simples et on ne va pas transformer l'acheteur en spécialiste de la sécurité incendie, du cyber, de la réputation des sociétés. Donc il faut lui fournir finalement des systèmes, des dashboards où il va pouvoir arbitrer et puis choisir voilà, les meilleurs sous-traitants avec des niveaux de risque qui soient les plus optimisés. Donc finalement, les systèmes IT sont un risque, mais dans notre problématique de maîtrise des risques de la supply chain, ils sont aussi une chance et une opportunité pour organiser l'information nécessaire. Très concrètement, on peut aller auditer les systèmes informatiques. Comment tu fais pour aller voir en N-3 s'ils sont solides ? Alors, au sens large et même en informatique. Alors N-3, là, ça relève du fantasme. Déjà, maîtrisons nos N-1, ce serait connaissons et maîtrisons nos N-1. Alors bien sûr, on peut auditer, mais voilà, c'est cher. Voilà, envoyer des auditeurs, des experts quand on a 8 000 et peut-être 10 000 sites de sous-traitants, donc on ne peut pas déployer des audits. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que finalement, les gens avec lesquels on travaille sont des gens sérieux, donc ils s'auditent eux-mêmes ou ils utilisent des experts finalement pour auditer leurs risques, cyber, incendie, etc. Et l'idée donc n'est pas de dupliquer ces audits, mais d'organiser ces informations en la faisant remonter, en demandant finalement aux sous-traitants d'alimenter eux-mêmes les portails d'information où on va venir stocker cette information. Donc on voit tout de suite qu'on est dans un mode collaboratif finalement avec les sous-traitants. Donc cette maîtrise des risques de la supply chain, elle n'a pas être faite contre eux, mais elle va être faite avec eux, en partenariat et de manière totalement collaborative avec eux. Tu parles collaboration et mutualisation des efforts en fait pour évaluer les fournisseurs. Est-ce qu'on a déjà ou est-ce qu'on peut espérer à long terme avoir des évaluations qui te donnent une idée du risque de tes fournisseurs ? Est-ce que ces bases de données c'est un idéal vers lequel... Oui, c'est exactement ça. Alors, chez nous, d'un point de vue concret, donc à la suite d'un certain nombre de désordres dans notre supply chain, quand les acheteurs ont, à un moment donné, pris la décision de déployer un portail. Donc c'est une solution qui existe sur le marché, qui vient de DHL. Et ça propose finalement une organisation de toute cette information sur les fournisseurs. Ça propose une circulation d'informations entre eux et nous, et également des sources d'informations sur la réputation des entreprises, sur leur solidité financière. Et voilà, ce qui n'existe pas sur le marché, l'information, il faut aller la chercher. Donc demander aux fournisseurs de remplir des questionnaires, etc., pour apprécier le niveau de risque et créer ensuite des dashboards, des rankings qui permettent de faire clignoter en rouge un aspect de risque que le sous-traitant n'aura pas correctement couvert. Et ça permet ensuite à l'acheteur d'arbitrer, peut-être de réaffecter ses achats s'il n'arrive pas à contrôler le risque d'un fournisseur critique. Il peut gérer finalement, au-delà de la gestion traditionnelle, qui est une gestion de la solidité financière des sous-traitants et de leur capacité à livrer en quantité, en qualité, d'aller également vers des sous-traitants qui maîtrisent correctement leurs risques. Donc on ajoute finalement au radar des acheteurs ces éléments de maîtrise des risques. Donc on n'atteint pas nécessairement l'optimum économique immédiat, parce qu'on peut être amené finalement à payer plus, mais si au final le sous-traitant est mieux sécurisé, peut-être que sur le long terme on gagne effectivement de l'argent. Donc l'optimum, c'est pas un optimum économique immédiat, mais ça peut être un optimum après intégration de la maîtrise des risques. Si on refait un zoom technique, Cyril, comment est-ce que d'un point de vue technique on peut réduire le risque de ses fournisseurs ? Deux sujets. Alors ces fournisseurs, comme le disait, quand on en a des milliers, il n'en demeure pas moins qu'on reste quand même responsable à la fin. Donc soit on se base sur des audits, sur du déclaratif, sur des normes, et on se dit mon sous-traitant est certifié XYZ et donc je considère que ça n'enlève pas ma responsabilité s'il arrive un problème, il faut se le dire. Après, techniquement, on peut faire des tests, j'en parlais tout à l'heure, on peut faire des tests et au-delà des tests, positionner des dispositifs permettant d'avoir soit une notion de cyberscore
technique, c'est-à-dire réellement ce qui se passe, mesurer les flux, ce que j'appelle moi les flux toxiques sur un système d'information, quel est le taux de cybertoxicité en temps réel sur le système d'information du sous-traitant, des sous-traitants, ce qui permet de voir aussi une évaluation du risque, mais une maîtrise dans le temps de l'évolution de ce risque. C'est grosso modo, est-ce qu'aujourd'hui je fais un audit tous les 6 mois ou est-ce que je mets un dispositif me permettant d'avoir en temps réel ce qui se passe chez le sous-traitant ? Ça, il faut l'arbitrer. Quand on a une chaîne énorme de sous-traitants, techniquement, alors c'est bon pour ceux qui vendent les dispositifs de contrôle, mais ça se traduit dans le coût final du produit. Techniquement, je pense qu'il faut quand même, sur ces sous-traitants principaux, avoir un dispositif non pas déclaratif, mais un dispositif effectif de contrôle. Je te repose la question que j'ai posée à Michel, c'est-à-dire qu'on a des scores, ça existe maintenant, un truc qui te donne les scores d'un grand nombre de fournisseurs avec des contrôles, comme tu dis, mais une fiabilité. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas... il y a la notion de cyberscore. Après, c'est la méthode de calcul. Qu'est-ce qu'on va chercher? Où on regarde? Dans la cyber, on peut regarder dans 99% des coins. On a oublié un coin. Bon, c'est le phénomène d'un bateau. Le bateau, on peut avoir blindé la proue, mais s'il y a des trous dans la poupe, il va couler quand même. Donc, l'objectif est d'avoir une vue globale du fournisseur et surtout la tendance. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne savent pas faire, ça c'est un sujet de compétence, puis il y a des gens qui veulent pas faire parce que ça coûte cher quand même de tout sécuriser, de contrôler. Donc là on est plutôt dans le rôle de la confiance, voire de la négligence pour certains. À partir de là, il faut avoir des métriques partagées par les deux parties. Alors ça peut faire aussi l'objet dans un contrat de dire je m'engage à avoir tel score technique sur tel système parce que là, après mon analyse de risque, j'ai défini que c'était là, grosso modo, où j'étais le plus vulnérable, en tout cas le plus critique, et vous mettez au point un scoring évalué par les deux parties de manière factuelle irrépudiable. Donc il faut de la technique pure et dure, pas que du déclaratif. Et pour certaines chaînes de distribution, je parlais de la défense tout à l'heure, il y a des points qui ont été mis en œuvre et qui fonctionnent très bien aujourd'hui. C'est-à-dire que les sous-traitants aujourd'hui font très attention à ne pas dégrader leur score parce qu'ils peuvent tout simplement perdre leur contrat de sous-traitance. Garance, tu as déjà parlé tout à l'heure de l'importance du contrat et de bien rédiger son contrat, mais si on élargit peut-être, on peut revenir sur ce point plus techniquement, et puis quelle est la palette des outils juridiques qu'on peut utiliser? Alors déjà, il ne faut pas oublier, le mot a été employé, qu'on est dans le cadre de l'externalisation. Donc ça reste une décision stratégique. Pardon, merci. Ça reste une décision stratégique du chef d'entreprise. Parce qu'il fait ça, avant toute chose, qu'est-ce que j'externalise? Pourquoi? Voilà, et toutes les raisons peuvent être entendables. Et après, on va s'inscrire dans le cadre d'un cycle, on va dire, continu. Le risque, il ne s'arrête pas à la signature d'un contrat ou autre, il va se continuer pendant toute la relation contractuelle et post-relation de la vie des affaires contractuelles. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, l'assurance, chaque année, il va bien falloir qu'on ait la communication des garanties d'assurance, comme les bilans, comme le suivi. Donc, on est effectivement dans une conformité, on va dire le mot, une conformité et un suivi d'une relation de confiance, de partenariat qui va s'inscrire dans la durée, et y compris sur la chaîne de sous-traitance. Parce qu'effectivement, on a parlé protection des données à caractère personnel, on parle sécurité, on parle cyber, mais avant toute chose, c'est j'externalise à un tiers. Qui est ce tiers ? Comment je l'ai choisi? Pourquoi j'ai choisi? Donc la première peut-être question, et ça fait partie des questionnements qu'on pose quand on rédige un contrat, c'est pourquoi, et ça fait partie aussi des grilles qui sont à remplir. Qu'on s'appelle grille, qu'on appelle ça comme on veut, la première question, ça va être l'origine du contact. Et il faut effectivement que cette origine du contact soit transparente, soit dit pourquoi cette entreprise.
parce que c'est les meilleurs, parce que voilà, quelle que soit encore une fois la raison. Puisqu'on va lever un cabis, on va regarder l'objet social, on va regarder les comptes, enfin, on est vraiment sur de l'appréciation individuelle de la sous-traitance. On va lui demander après avec qui il va sous-traiter, puisqu'il peut très bien avoir une sous-traitance de rang 2, de rang 3. Ça peut tout simplement être un entrepreneur individuel parce que lui va avoir une expertise sur un point très précis. Il faut effectivement le savoir, le comprendre. Donc, le comprendre, c'est l'analyser pour déjà, puisqu'effectivement, j'aurai toujours une responsabilité en tant que chef d'entreprise, bien pouvoir mesurer mon risque. Donc, ça va être, en fait, là, ce que je fais un petit peu ouvertement devant vous, ça va être une cartographie des risques et de mon risque juridique. Ça a été dit, c'est aussi une approche transversale. Ça va être les achats, ça va être l'assurance, ça va être effectivement le RSSI, ça va être effectivement tous les métiers qui vont bien identifier. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'exonération de responsabilité, il n'y a qu'une limitation de responsabilité. Une limitation de responsabilité qui ne doit pas être dérisoire. Et après, il ne faut pas que cette limitation de responsabilité soit non plus être en cascade, parce que là, on va arriver effectivement à une exonération. Donc, on qualifie le risque, qualifie avec qui je contracte, pourquoi. Et ce sont des clauses qui sont méconnues par les juristes depuis, on va dire, la construction de tout contrat. La loi sur la sous-traitance, ça date de 1975, ne serait-ce que pour des garanties financières, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué là ouvertement, mais il y a aussi les conditions financières. Si mon sous-traitant ne paye pas ses sous-traitants, quid ? Parce que c'est à moi de payer, enfin, moi, entre donneurs d'ordre. Donc, effectivement, il y a tous ces sujets de sécurité cyber, et la clause d'audit, pour faire un lien, est une clause effectivement extrêmement importante, et ça fait partie aussi des clauses d'audit qu'on va utiliser d'un point de vue juridique. On audite les contrats des sous-traitants, on audite les contrats de la chaîne de sous-traitance pour mieux les négocier. Et un des moyens qui est capital aussi, sans vouloir prendre trop de temps, c'est aussi bien encadrer la sortie du contrat et la rémédiation. Je fais un audit, qui soit documentaire, qui soit technique, qui soit en amont de la relation pour bien tester l'état des connaissances, l'état de l'art du sous-traitant, son niveau de maturité. Un an plus tard, il y a des mesures de rémédiation qui ont été prises un an plus tard. On refait un audit, quelles que soient les modalités, on se rend compte que mon sous-traitant, malgré ses engagements, malgré ses efforts, pour des contextes qui sont peut-être externes à lui, propres avec les événements qu'on vit d'une manière mondiale, il n'est pas au résultat attendu. Qu'est-ce que je fais ? Je sors du contrat, voilà. Et aussi, comment je fais pour récupérer, on va dire, mes données, mes informations ou autres. Donc, encore une fois, on s'inscrit dans une logique de continuité d'une relation juridique, mais qui n'est pas que juridique, parce que le droit va encadrer effectivement les besoins des affaires. En fait, ce que je voulais te demander, tu viens de l'aborder, c'est la clause cliquée qu'évoquait Cyril, c'est-à-dire passer telle condition, le contrat est annulé. Est-ce que c'est classique dans la rédaction du contrat ? Et après, est-ce que c'est vraiment utilisé ? Parce que quand on revient sur les objectifs, on se dit qu'on a quand même besoin de la relation. Donc concrètement, quel usage est fait de cette... Alors là, on a commencé par aborder le contentieux, donc je vais pas là-dessus. On y revient, c'est ça ? On y revient. Après, en tant qu'avocat, je gère des risques pour mes clients tous les jours. Effectivement, le contrat va être un outil de gestion du risque. Est-ce qu'il y a déjà une clause de sortie du contrat ? Est-ce que je vais l'actionner ? Est-ce que je peux l'actionner ? Est-ce qu'il y a un manquement ? Est-ce que... Voilà. Donc, toutes ces questions-là, et le contrat, un contrat bien rédigé doit être un contrat qui a une effectivité. Aller devant un juge, c'est quelque chose qui va être long, pénible, coûteux et avec un aléa. Donc là, on gère un autre risque. Donc effectivement, ces mesures de rémédiation, et quand je sors ce fameux effet cliquet, ce fameux effet manquement, quelles vont être les conséquences ? Puisque j'ai externalisé, donc j'ai donné, au sens propre du terme, des données, du savoir-faire, j'ai délégué à des professionnels. Comment je fais aussi pour réinternaliser chez moi ou pour confier à un autre tiers ? Donc je suis le contrat doit répondre à des questions extrêmement pragmatiques et opérationnelles. Et si mon sous-traitant est en manquement, ou si le sous-traitant du sous-traitant est en manquement, comment on indemnise aussi mon préjudice ? Donc pour tous ces enjeux, on doit pouvoir construire effectivement une réponse. Le juriste, il n'est pas seul.
Je ne peux pas construire ces réponses. J'ai besoin, effectivement, j'aurais besoin de quelqu'un comme Cyril pour gérer. J'aurais besoin de quelqu'un, effectivement, pour voir, effectivement, comment, par rapport au métier, quels sont les effets cliquets, qu'est-ce que ça pourrait être un manquement irrémédiable, quel pourrait être mon préjudice en termes de sécurité, quelles sont les clauses, les points, on va dire, qui feraient que je sois obligée de résilier un contrat. Et à quel coût? Paul-Olivier, si on refait un petit gros plan sur les données à caractère personnel, alors quelles sont tes recommandations pour réduire ce risque? Alors, c'est se poser la question d'écrire qui fait quoi. Donc on rejoint les aspects contractuels. Et un troisième point, c'est attention aux dérives. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'écart manifeste ou d'écart excessif entre ce qui est écrit dans le contrat et dans ce qui se pratique au quotidien. Donc il faut que je te regarde, c'est ça? Ou il faut que je vienne à ta place? Non, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu te penches un peu plus près de ton micro. Ah bon? Mais je peux aussi parler avec le vouloir vocal. Comme tu ça veux. Ça peut marcher comme ça? Mais tu as l'air exaspéré quand je parle. Il fallait pas m'inviter. Bon, revenons au sujet et j'arrête de perturber cette table ronde et je vous prie de m'excuser pour cette interruption qui a réveillé certains, je suis navré. Donc en fait, non, de ce point de vue-là, sur le traitement des données à caractère personnel, il faut savoir quels sont les échanges de data. Et donc il y a la partie risque liée aux données à caractère personnel, mais il y a aussi toutes les problématiques des échanges de data. Est-ce que l'on est d'accord pour qu'un sous-traitant qui est intégré dans la chaîne de production ait un degré de visibilité donné sur le fonctionnement de cette chaîne? Quels sont les datas auxquelles il a accès pour produire l'élément ou le sous-élément? Est-ce que c'est suffisant? A priori, si c'est pas suffisant, on a des retours. Si c'est excessif, là, on risque de ne pas avoir de retour et on peut voir filer des informations de production qui peuvent être réutilisées en étant interceptées dans un maillon faible de la chaîne de production. Donc il y a un problème de connaissance et de visibilité des données telles qu'elles sont échangées. Et pour les données à caractère personnel, on a la même problématique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre la pratique, que l'on sache ce qui circule, et que ce soit pertinent, ni excessif, ni insuffisant, ça on n'aura jamais, ça sera toujours connu. Mais excessif, ça on ne le saura pas, et on a des risques non négligeables de perte d'informations sur des secrets de fabrication, sur les secrets de fabrique. C'est-à-dire, bien sûr que les sous-traitants sont embarqués dans la chaîne de production, bien sûr que ce sont des gens à qui on a envie de faire confiance parce qu'on a besoin d'eux, mais est-ce qu'on va vraiment faire confiance au point de donner les clés du système de production? Donc c'est un petit peu ces questions-là. Cette analyse, c'est le job du DPO. Alors cette analyse, qu'est-ce que fait le DPO et dans quel cas est-ce qu'il m'en faut un? Alors, une petite nuance. Là, c'est pas une analyse de DPO, c'est une analyse de Chief Data Officer et de Risk Manager. C'est-à-dire, quel est mon degré de transparence vis-à-vis des entreprises ou des organisations avec lesquelles je collabore dans ma chaîne de production. Ensuite, sur la partie spécifique des données à caractère personnel, oui, effectivement, il faut désigner un DPO parce que c'est le moyen le plus efficace pour prendre en charge les enjeux liés à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, parce qu'on a quelqu'un qui est désigné pour en être le porte-parole. Et donc, il faut le positionner à la fois en interne, et puis quand on est dans des logiques de chaîne de production énergie, que ce soit quelqu'un qui soit en relation avec les différents acteurs. Tu recommandes un poste de DPO à partir de quelle taille de structure, de quel type de structure? Est-ce qu'on peut, pour reprendre une question qu'on avait hier, envisager un DPO à temps partiel? Alors, la problématique du DPO, de son positionnement et de son organisation est un sujet qui est pas très simple et qui doit être aussi géré de manière très pragmatique auprès des caractéristiques de fonctionnement de l'entreprise. On pourrait imaginer que dans une entreprise de 5 ou 10 personnes, il puisse y avoir un DPO à temps plein. Pourquoi? Parce que ce serait une entreprise qui serait dans une logique de chaîne de production énergie et qui serait en contact avec des éléments beaucoup plus vastes que les 5 ou 6 personnes que j'ai décrits. Donc c'est un cas extrême. Ensuite, sur le DPO à temps partiel, oui, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'il fait à côté? On imagine qu'il est à temps partiel dans plusieurs entreprises, non? Alors ça, c'est un autre cas. C'est le DPO mutualisé et qui peut être une solution intéressante dans la mesure où c'est quelqu'un qui, a priori, parce qu'il interviendra sur plusieurs entreprises, aura
à temps partagé, c'est ça que j'aurais dû dire. Partagé. Oui, mais le temps partiel se pose aussi, parce que le temps partagé, oui, ça peut être une bonne solution, parce que très vraisemblablement, ça donnera un DPO à temps complet, qui sera impliqué sur plusieurs entreprises et qui aura le volume minimum d'activité pour conserver et développer sa compétence. Le DPO à temps partagé à l'intérieur d'une entreprise ou d'une organisation, ça peut dans un certain nombre de cas se comprendre. Mais si ce qui est fait à côté est très chronophage, il n'a rien à voir avec les enjeux de protection des données, c'est sans doute pas une bonne idée, parce que ça veut dire que la personne n'aura pas les moyens d'avoir le niveau, la technicité, et perdra très rapidement sa technicité. Si c'est compatible, enfin, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, et si ça rejoint des sujets qui l'amènent à traiter de problématiques connexes, pourquoi pas, oui. Je vais revenir, on a entendu plusieurs fois le mot responsabilité et le miroir de l'assurance. Alors, est-ce qu'on peut, je pense à Michel peut-être, en tant que responsable assurance chez Forvia, est-ce qu'on peut s'assurer, est-ce qu'on peut encore s'assurer, j'ai envie de dire, sur ces risques fournisseurs? Alors, ça devient effectivement compliqué. Gérer un risque, c'est le gérer en interne via de la prévention, et puis il y a toujours une partie, la catastrophe en fait qu'on ne sait pas absorber dans ses comptes et qu'on va essayer de transférer vers une assurance. C'est ça le mécanisme, via une mutualisation entre les différents acheteurs d'assurance. Donc ça vaut également pour le cyber. Qu'est-ce que couvre classiquement une police d'assurance cyber? Elle va couvrir finalement peut-être des réclamations suite à de la fuite de données confidentielles, telles que Olivier le décrivait, donc des claims finalement des gens à qui on a volé des données qui peuvent se retourner contre l'entreprise qui est responsable de cette fuite. Ça peut être des problématiques de contamination d'un virus ou d'une attaque cyber. Si vous contaminez votre client parce que l'attaque cyber se transite par vos systèmes et puis contamine une entreprise tierce, elle peut très bien venir vous réclamer parce que vous n'aviez pas de système suffisant pour vous protéger, et donc vous avez entraîné des dégâts et des dommages. Et la troisième type de dommages peut-être les plus importants et potentiellement les plus destructeurs, c'est imaginer que vos systèmes informatiques pilotent finalement votre activité industrielle, votre supply chain, etc. Et vos systèmes deviennent indisponibles suite à une attaque, vous allez avoir des pertes d'exploitation tout simplement parce que vous ne savez plus fabriquer, vous ne savez plus appeler les pièces de vos sous-traitants, et du coup vous avez des pertes d'exploitation. Donc l'assurance couvre un simple coup de fil, il vous faut un gros chèque. Pas exactement, non, il y a tout un processus concrètement, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment espérer s'appuyer sur eux? Alors oui, tout à fait. Alors ce marché de l'assurance cyber, un drôle de marché, il n'existait pas il y a 5 ans ou très peu, parce que ça n'existait pas, finalement il n'y avait pas d'offre d'assurance, donc ça a démarré depuis 5 ans, et maintenant tous les grands corporates se sont équipés, donc ils ont acheté des garanties, des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros, à vil prix. Il y a 3 ou 4 ans, ça coûtait pas cher. Et il y a une espèce de course-poursuite entre finalement la sinistralité. Vous ouvrez un journal, vous verrez attaque cyber contre truc machin. Derrière, il y a potentiellement des polices d'assurance qui jouent, donc des assureurs qui font des gros chèques. Et ils n'aiment pas ça, puisqu'ils sont aussi garants de leur bilan. Il faut qu'ils arrivent à équilibrer finalement leur compte. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent leur capacité. C'est-à-dire, au lieu de donner 20 millions, ils vont donner 10. Et puis la prime, ce sera plus 50 000, mais ce sera 100 000 ou 500 000, etc. Donc depuis 3 ans, chaque année, en gros, on a les capacités offertes par chacun des assureurs est divisée par 2 et la prime multipliée par 2. Donc on a finalement un marché qui est presque en train qui devient évanescent, qui est presque en train de disparaître avant d'avoir atteint sa maturité. Et on se pose la question de l'existence, à un horizon de 3-4 ans de ce marché. D'ailleurs, il y a des réflexions pour monter des mutuelles d'assurance industrielle, faire finalement sans le marché de l'assurance. Donc on est face à une vraie difficulté, en tant qu'acheteur d'assurance, face à ce marché qui se dérobe devant nous. Cyril, une réaction? Alors, moi, j'ai gardé précieusement le premier contrat d'assurance que j'ai pu faire signer en 2015, dans lequel il était explicitement marqué qu'en cas d'attaque d'un virus, l'assureur prenait en charge la restauration intégrale de l'ensemble des données.
Bon, ça c'était 2015. Aujourd'hui, je pense pas que le moindre assureur puisse signer un tel contrat, parce qu'entre-temps, il y a eu les fameux ransomware et les assureurs se sont rendus compte que pour restaurer les données, c'est pas aussi simple que ça. Sauf à passer par des systèmes de paiement et de rançon, mais qui en général, bon, certains marchent, mais parfois ne fonctionnent pas. Sur le plan, pour moi, le risque n'est plus externalisable aujourd'hui. Donc, au niveau de la cyberassurance, on va couvrir des dommages liés à l'image, à ce genre de choses, au renfort des équipes informatiques pour restaurer les systèmes. Bon, la perte d'exploitation, là, je suis plus sûr que ça court. En tout cas, à quel prix, et compte tenu que le risque n'est plus externalisable, ce qu'il faut, c'est tout faire en interne pour se l'embourber, le risque, et désolé de parler comme ça, et de prendre les précautions nécessaires permettant d'éviter une fuite de données. Je prends l'exemple de je ne sais plus quel organisme de santé là, récemment a fait partir 500 000 comptes. Alors on nous a dit il n'y a pas de données de santé. Il me semble qu'il y en a une quand même. C'est le taux de prise en charge. Le taux de prise, si on est à 0%, 50 ou 100%, pour moi, ça, c'est une donnée à caractère médical. J'ai pas envie de savoir que je sois à 0%, ça veut dire que je suis en bonne santé, ou 100%, ça veut dire que j'ai quelque chose. Et tout simplement, le risque n'a pas été pris en compte, parce que quand on met des données de santé avec une application, avec un simple login et mot de passe, sans MFA, sans rien du tout, là, c'est même plus un risque, quoi. Donc, et ça, c'est pas assurable, parce qu'une fois que la donnée de santé est sortie, c'est pas réparable. Je veux dire, on sait que telle personne est couverte à 100% par rapport à une maladie. Donc voilà, et des fois ce n'est même plus assurable. Donc il ne faut pas dire j'ai une assurance, je m'occupe de rien. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Pas un commentaire, une question. Alors, c'est pas tout à fait une question. C'est un commentaire. Non, ce sont deux questions. Question suivante. Non, deux questions. La première, c'est qu'effectivement, là, on a eu le point de vue d'une entreprise avec sa supply chain. Est-ce que vous avez regardé ou est-ce que vous avez eu vent de cas où, à un moment donné, c'est l'entreprise qui se fait pirater, et dans le cas, par exemple, d'un contrat d'un dispositif en mode SaaS, c'est la supply chain qui dit stop, je ferme les canaux et vous n'accéderez pas tant que vous n'avez pas montré patte blanche et que vous êtes près de votre chose. Et la deuxième chose, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer de paradigme? Et justement, depuis qu'on a notamment le terme cyber, où on travaille sur l'anxiété, montrer que c'est un vecteur de performance et que justement, pour des petits prestataires, demain, c'est quelque chose de concurrentiel par rapport à leur marché. Garance. Moi, je vais faire une réponse sur ta première question. Effectivement, il y a aussi les prestataires doivent... Un contrat, c'est équilibré. Moi, je vais faire une réponse effectivement contractuelle avec une expérience de pratique aussi. C'est-à-dire que pour que ce soit équilibré, le client va mettre des obligations sur le prestataire. Le prestataire, vu comme il a une obligation de conseil, d'information et de mise en garde, si je fais le triptyque, va aussi mettre ses propres prérequis. C'est-à-dire, effectivement, il y a telle ou telle condition pour que mon service soit fourni d'une manière optimale, performant ou autre. Et si je détecte tel ou tel défaut, on va dire, ou autre, il y a effectivement des stipulations contractuelles qui vont faire qu'il peut y avoir une suspension du service sans engagement de responsabilité. Ça fait partie, alors je l'avais effectivement pas présenté de ce sens-là, mais il y a effectivement ce jeu du miroir, on appelle, et ce jeu du miroir va se retrouver aussi dans toute la chaîne de la supply chain. Ça, c'est très important. Ça s'appelle effectivement les clauses miroirs ou en franglais le back-to-back. Il y a ça. Sur la deuxième performance, c'est important, quand je disais effectivement au début, bien connaître son fournisseur. C'est l'origine du contact. C'est pas parce que petit, gros ou autre, c'est effectivement savoir avec qui je contracte, mais pas pour écarter, pour effectivement le connaître. Alors, très rapidement, parce que certains ont des avions. Sur l'aspect plus positif, Michel, peut-être
Oui, on l'a dit, donc externaliser, c'est pas se débarrasser des risques, mais il ne faut pas non plus que cette démarche de sécurisation de la supply chain dont on a parlé soit exécutée de manière coercitive ou punitive. Donc il ne s'agit pas d'éliminer des sous-traitants, parce qu'un sous-traitant, c'est une richesse humaine, une diversité, des expertises, et pourquoi s'en débarrasser finalement? Donc il faut vraiment que cette démarche d'analyse de risque soit partagée, c'est-à-dire que les rankings soient compris, soient transparents, de manière à ce que ça débouche finalement sur des plans d'action. Si vous dites à un sous-traitant, désolé, mais voilà, t'es ranké en rouge sur le cyber ou sur l'incendie, il ne s'agit pas que ça se transforme en fin de contrat, en une lettre de fin de contrat, mais au contraire, une chance qu'on lui donne finalement de corriger finalement via un plan d'action, via une démarche de progrès, de revenir finalement à un niveau de sécurité qui soit acceptable. Et on peut même imaginer finalement que cette pression qu'une société va faire exercer sur ses tier 1 se cascade à l'ensemble de la supply chain et atteigne les tier 2, les tier 3 de manière progressive et collaborative. Voilà, donc les relations, Garance l'a dit, entre finalement les partenaires, c'est la confiance, et cette confiance doit également s'exercer dans le domaine de l'analyse de risque. Alors, en guise de conclusion, s'il y avait qu'un message à retenir, très rapide, ça y est, ça sonne déjà, qu'un message à retenir ou un conseil très concret à mettre en application dans les entreprises de nos auditeurs. Cyril ? Moi, je dis toujours, la technique s'arrête là où la confiance commence. Donc, ou l'inverse. Donc, est-ce que je fais confiance à mon sous-traitant? Si oui, où? Et au moment où s'arrête la confiance, je vais mettre des points de mesure. Mais comme ça a été dit, je dois aussi produire de la valeur, et je ne dois pas totalement ruiner ma chaîne de sous-traitance. Et il faut savoir naviguer en eau trouble et avoir non pas un seuil binaire de détection 0-1, mais une échelle entre 0 et X, et se dire à partir de tel niveau, j'y vais. Et la prise de risque. Garance, ton conseil, ton message fort? Mon message fort qui n'est pas de moi, c'est-à-dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, première des choses. Après, je dirais que je l'ai déjà dit, que c'est stratégique et que le risque zéro n'existe pas. Donc, ça s'appelle la gestion des risques, au cas par cas. Paul-Olivier. Il est difficile de parler après des propos aussi brillants et qui traitent le projet, la problématique de manière aussi centrale. Il y a peut-être un truc auquel il faut se rappeler, c'est que finalement, il y a peut-être des endroits où on est sous-traitant de quelqu'un. Toujours. Parce que je crois que votre métier de base, c'est quand même d'être sous-traitant de l'industrie automobile. Donc, avec des clients qui ne sont pas toujours commodes. Donc ça, je crois que c'est un point qui est important. Je crois qu'il y a aussi, effectivement, gestion des risques versus confiance, oui, mais il faut aussi inverser à nouveau le paradigme, pour te faire plaisir, Philippe. Si on gère bien les risques, on développe la confiance. Oui. Michel, et ce sera le mot de la fin. Voilà, un dernier mot, c'est on a parlé de maîtrise des risques, donc ça ne peut pas être du one-shot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se contenter d'analyser les risques de ses sous-traitants. Tout ce qu'on met en place, finalement, il faut le maintenir dans le temps, parce que ça doit devenir une routine et pas seulement une analyse ponctuelle. Donc ça veut dire qu'il faut mettre à jour et créer des systèmes où on viendra stocker cette information et la maintenir de manière continue. Donc c'est un effort qui nous engage sur les décennies à venir. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous, et puis bon vol, bon retour. Un commentaire, très bien. Merci Philippe.